partie de mon intervention, elle va vraiment porter sur les messages clés autour de, finalement, ce projet pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'individu. Parce que oui, vous avez vos fonctions classiques et vous avez ce projet en plus, mais en fait, sur votre propre capacité à pouvoir embarquer les autres, à diriger, à les inspirer, à les engager, vous êtes en train de développer des compétences qu'on appelle celles de leadership. Donc je voudrais un peu revenir sur ça pour comprendre en fait quel est vraiment le rayonnement et votre capacité à toucher et à impacter les gens. Parce que vous savez que dans une réussite de projet, il y a beaucoup de choses. Il faut du courage, il faut de la ténacité, il faut de la résilience, mais on ne peut pas tout faire reposer sur les épaules d'une personne. Et cet après-midi, on va vous donner des outils pour essayer d'aller chercher les bonnes personnes, repérer aussi ceux qui sont un peu toxiques, voir comment est-ce que vous pouvez changer un ennemi en allié. Enfin, on va parler vraiment d'influence, on va aussi parler d'autre chose qui est la confiance, et c'est comment est-ce qu'on arrive à établir des relations de confiance qui soient saines. Je ne vais pas vous faire un cours théorique de business school parce que déjà moi j'écoutais pas à l'école donc ça ne va pas le faire. Je vais simplement vous partager 3 histoires sur des projets innovants, intrapreneuriaux qui ont en fait réussi quand beaucoup de choses avaient échoué autour. Et essayer de vous mettre en exergue pourquoi les dynamiques collectives ont été intéressantes. Pourquoi c'est l'équipe qui a réussi à porter la chose. En gros, j'ai dû supporter environ, je pense, plus d'une centaine de projets entrepreneuriaux dans le contexte industriel. Aussi, on a supporté des projets dans des contextes publics. Et encore une fois, je vous dis, ce qui fait la différence dans une réussite, c'est la capacité à pouvoir embarquer et aussi à séduire dans comment est-ce que j'embarque les gens dans un futur optimiste. Donc voilà, je vais vous présenter ça dans les premières minutes, on va passer 30 minutes à un peu décortiquer tout ça. Si je ne suis pas claire, si vous avez des questions, interrompez-moi, levez la main, levez les 2 bras, enfin, comme vous voulez. Et on y va, on discute, c'est vraiment un bateau rompu. Alors, déjà, je suis bien devant vous parce que j'ai 3 convictions. Et comme je vous le dis, c'est basé sur plusieurs années d'expérience à accompagner des collaborateurs, à accompagner des amis, des collègues, à pouvoir réussir à changer les choses dans leur organisation. Et la première conviction, c'est que quand on cherche à faire bouger les lignes avec son projet entrepreneurial ou son projet innovant, il faut surtout penser à l'impact sur les autres, mais sur l'humain avant tout. Enfin, le cœur, c'est l'humain. C'est jamais parce que c'est un projet informatique, c'est jamais parce que c'est des déblais, c'est jamais parce que techniquement c'est séduisant. C'est finalement, est-ce qu'à la fin de la journée, vous allez faciliter la vie et le confort au travail des gens. Enfin donc, est-ce que voilà, c'est l'humain. Et le premier point, c'est que le leadership, il y a beaucoup de définitions, mais j'ai envie de dire que c'est surtout une aventure de personnes. Si je vous pose la question, par exemple, si vous avez des gens qui sont des leaders pour vous, vous avez très difficilement de donner une définition exacte des livres de commerce ou de la théorie, mais par contre vous allez dire, bah, cette personne-là, je sais qu'elle est leader parce qu'elle m'inspire, elle m'engage, elle fait la différence. Donc c'est vraiment une histoire de personne. Et vous, votre rôle en tant que vraiment porteur de votre projet, c'est d'incarner au mieux votre ambition, votre vision, et c'est de comprendre qu'en fait vous embarquez des gens, à partir du moment où vous avez commencé à échanger sur votre projet, vous allez embarquer des gens derrière vous. Vous êtes le chef de file, vous êtes le chef pas forcément de meute, mais vous êtes vraiment la personne qui embarque. Ça veut dire donc en fait vous devez passer un certain temps même informel à vraiment engager, embarquer, faire en sorte que les gens vous posent des questions. Si vous présentez votre projet, vous en parlez et qu'on ne vous pose pas de questions, ça c'est pas un bon signal par exemple. Il faut vraiment aller chercher l'autre dans je crée la relation et l'échange. Donc c'est vraiment faire preuve de leadership, c'est surtout se dire comment est-ce que je crée une aventure avec les individus. Deuxième conviction, c'est bien d'avoir une conversation, d'engager les gens. Ce qui est plus intéressant, c'est de créer une équipe. Et une équipe, ça ne veut pas dire des gens qui sont formellement dans un organigramme autour de vous. Une équipe, c'est des gens qui vous soutiennent quand vous en avez besoin, qui sont des personnes aussi un peu ressources, sur lesquelles, quand vous avez peut-être des questions, vous dites qu'est-ce que tu penses par rapport à cette option A ou B ou C. Et parfois, une équipe, ça peut être aussi des gens qui sont mobilisés peut-être une fois par mois. Pour un call, un café, vous parlez du projet, vous vous dites que vous êtes pensé. Donc une équipe qui a différents protagonistes. Ça, on va le voir dans la partie ce qu'on appelle la gestion des parties prenantes autour du projet. Vous devez comprendre qui est votre équipe formelle, officielle, et qui est l'équipe informelle. Il faut toujours basculer sur 2 équipes. Il y a l'équipe officielle de gestion du projet, et il y a l'équipe informelle qui est votre équipe ressources. Ce sont un peu votre squad, vous savez, votre team de Avengers qui va venir vous aider pour vous donner l'énergie, pour vous donner l'attitude qui fait la différence. Mais il faut que vous constituiez une équipe de super pouvoirs, en gros. Ça peut être aussi votre maman, votre papa, votre conjoint, enfin il y a quelqu'un dans votre équipe qui est là pour vous donner l'énergie. Troisième message qui est clé, et ça je vais répéter, et on va le répéter je pense pas mal de fois, à vous de trouver le pitch et l'ancrage positif, optimiste
et la promesse que vous voulez partager avec les autres quand vous parlez de votre projet. On va passer du temps à travailler sur l'art du storytelling, le pitch, comment convaincre, mais c'est vrai que si vous devez tous me pitcher votre projet, je veux savoir en quoi ça va être rayonnant, en quoi ça va être brillant, et même s'il faut exagérer un peu, parce que la qualité d'une histoire, il faut toujours avoir un monstre, enfin on va le voir tout à l'heure, il faut toujours avoir un génie qui est là pour vous donner des secrets, donc il faut un peu dramatiser les choses. Mais je sais que ça peut paraître un peu étrange ce que je suis en train de vous dire, parce que je me dis, bon, il est quand même tard, parce que là ça fait 8 mois, je suis dans le projet de 6 mois, tout d'un coup il faut être sur un front optimiste, mais ça invite les gens à prendre goût au projet, à le suivre, et à vous donner un peu ce qu'on appelle en fait des ondes positives. Donc ça, c'est vraiment les 3 premiers messages que je voudrais vraiment qu'on garde à l'esprit sur ce que c'est le leadership autour d'un projet innovant. Donc le leadership, c'est une aventure de personnes. Je voudrais raconter une première histoire sur c'est un projet entrepreneurial qui a été mis en place parce que... Mais avant de parler de la première histoire, moi j'ai une source d'inspiration. C'est mon leader, Jim Morrison. J'adore cette histoire en plus. Et il a une citation que j'adore parce que je pense qu'avant de pouvoir commencer à réussir un projet, il faut déjà être sûr de qu'est-ce que ce projet a comme impact sur nous. Qu'est-ce que ça change. Et vos projets vont vous changer, hein. Et ce projet-là va vous changer, vous êtes avec les explorateurs depuis un moment. Et je trouve cette citation assez révélatrice sur la fin. Il dit qu'il ne peut pas y avoir de révolution à grande échelle tant qu'il n'y a pas de révolution personnelle au niveau individuel. Ça va se passer pour vous, mais ça va aussi se passer pour tous les gens de l'équipe que vous allez créer. L'équipe formelle, l'équipe informelle. Ça va également se passer pour autre chose, c'est que, comme je vous l'ai dit, votre promesse, elle doit être positive, optimiste, et il faut que ça apporte ce changement et cette révolution de projet quand vous allez raconter son histoire. Et enfin voilà, c'est cette citation que je garde toujours à l'esprit parce que je me dis comment est-ce que j'arrive à créer une version de mon projet où je sais que ça apporte un changement chez les individus qui en fait en parlent. Il y a un autre poème, on va prendre un peu de temps pour faire de la poésie. Je ne vais pas tout lire, mais c'est la même chose pour le leadership. En fait, je pense qu'il y a 2 lignes dedans qui sont assez révélatrices. Souvent, quand on est bloqué sur un projet, on est effrayé, il y a des freins parce que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de l'organisation, ça dépend peut-être d'un budget, ça dépend de beaucoup de points bloquants. On se met à ne plus y croire. La réalité, c'est que l'univers nous envoie plein de signaux pour qu'on ne croit plus. Mais en fait, il ne faut jamais oublier que se dépasser, quand vous allez faire l'extra mile, quand vous allez se dire finalement je vais continuer à envoyer des messages ou aller chercher d'autres supports, ça va vous donner aussi en fait une raison de pouvoir inspirer les autres. Donc ça je vous laisserai lire un peu plus tard à la maison en rentrant, mais le point c'est que vraiment on est beaucoup plus effrayé par le fait de réussir que par le fait d'échouer. On est plus rompu à se dire de toute façon je savais que ça n'allait pas se passer, c'est pas possible ici, il y a des points bloquants, et c'est beaucoup plus compliqué quand on réussit parce que ça entraîne beaucoup plus de choses effrayantes. Et voilà, donc c'était un des points clés. Je vais vous raconter cette histoire. En fait, j'ai beaucoup travaillé en ressources humaines, et je continue encore à le faire. Et on voulait développer la culture du feedback. Donc, pour 135 000 collaborateurs, je vous dis qu'on a dépensé des millions d'euros. Enfin, vous allez me dire, c'est des sommes qui sont astronomiques, parce qu'on a embauché les meilleurs cabinets, les meilleures agences, on a payé les meilleurs outils psychométriques, on a pris des coachs France, Navarre, où vous voulez, à Londres, pour venir en fait aider les dirigeants, les managers à donner un meilleur feedback. Et cependant, malgré tous les investissements qu'on faisait qui étaient traditionnels, il n'y avait pas de différence dans les pratiques que les gens faisaient à la fin de la journée. C'est-à-dire que les gens ne faisaient toujours pas de feedback, le faisaient mal, le faisaient entre 2 portes, enfin voilà, très très mauvais. Et ça c'était un projet interne. Et j'ai une équipe un jour qui m'a dit, mais Christy, en fait, nous on pense qu'il y a une autre manière de faire. Pas obligé de dépenser, on devait avoir un budget. Je dis juste ces chiffres-là, mais il faut comprendre que c'est pour une industrie. Le budget était environ de 3 millions d'euros par an pour juste supporter la culture du feedback entre les coachs, les psychométriques. Non, mais ça vous donne un peu le... Et en fait, on voyait qu'après moi, ça faisait 8 ans que je suivais ces métriques. Est-ce que les pratiques changent? Je demandais aux collaborateurs, aux équipes, est-ce que vous avez pu vous développer? Est-ce que vous avez eu des discussions avec votre manager? On disait, pas vraiment, en fait, il n'y a toujours pas le temps, ils ne font pas le... Et c'est compliqué, j'ai pas besoin que de son feedback à lui, je voudrais avoir d'autres feedbacks. Donc ça ne marchait pas. Ce qui s'est passé, c'est que, voilà, après avoir déployé plein de tests psychométriques, enfin bref, on a fait plein de choses de com, des super posters qui étaient complètement inutiles, en disant, genre, c'est bien de faire du feedback, asseyez-vous avec les gens, allez les voir. C'était en fait un échec clair. Et j'ai une équipe qui est venue me voir en me disant, mais nous on a une autre idée, on va faire plutôt quelque chose de très frugal,
qui coûte pas aussi cher. Il faut juste que les gens impriment des cartes. Et en fait, c'est 1, 2, 3 personnes, Audrey, Florian, Amalia, qui étaient juste des collaborateurs et qui ont commencé à me dire il faut qu'on puisse en fait, aider les gens à donner du feedback plus régulièrement, de manière frugale, de manière informelle, pour créer en fait, déjà des premiers contacts et des premiers rituels. En gros, ils m'ont sorti un A4 qu'ils ont découpé en 3 tranches et en 2 colonnes. Ça faisait 6 cartes. Ils m'ont dit maintenant on va créer des cartes, c'est des A4 en Bristol. Et grâce à ces cartes, en fait, les gens ont commencé à se donner du feedback, ça coûte juste le papier d'impression et l'encre. Je leur ai fait bon bah oui, parce que qu'est-ce qu'on a à perdre? Et en fait, il se trouve que ces cartes-là ont été déployées en l'espace de 3 mois, elles ont été très virales. Une équipe a commencé à les utiliser, une équipe de 80 personnes, 20 personnes, 50 personnes. Et on a fini en fait, au bout de 6 mois, à avoir des cartes utilisées en version française, anglaise, allemande, italienne, dans différentes entités, dans différents pays, parce que les gens avaient pris le template, s'étaient réapproprié, changé quelques éléments. Et ce que je veux dire, c'est que ce projet en fait, aurait pu être arrêté, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré toutes les bonnes pratiques qu'on avait essayé de faire, tant que les gens n'étaient pas investis à dire je vais donner quelque chose à quelqu'un pour l'aider à se développer, et en fait, tant qu'ils ne faisaient pas le geste, ils ne comprenaient pas quel était l'intérêt du feedback. Et au final, c'est ce projet-là qui nous a coûté franchement que les impressions, et après en plus ces cartes, vous les gardez parce que moi, ça va pas être le moment le plus drôle, mais j'ai malheureusement quelques collègues qui ont eu un cancer et qui sont partis entre-temps. Mais j'ai gardé leur carte de feedback qu'ils m'avaient écrit à la main, et c'est vrai que en fait, c'est des cartes que je garde tout le temps. Et ça, je trouve que c'est 10 fois plus intéressant dans le process que simplement de se dire on a payé des 360, des coachings, des écoles, plein de posters. Donc pensez toujours, ça c'est une des histoires que j'adore parce que finalement, on a réussi à plus faire évoluer la culture du feedback avec un dispositif frugal. Oui. Juste, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'était, pourquoi c'était un enjeu d'avoir le plus de feedback, quel type de feedback sont montés En fait, il y avait 2 types de feedback. Les feedbacks positifs de développement, et un autre type de feedback était s'il te plaît, arrête de faire ça, ou pardon, ou excuse-moi, je me suis mal comporté. Donc, 2 types de feedback. Et plutôt du technique. Tout, il y avait vraiment tout. En fait, les cartes étaient suffisamment génériques pour que tout le monde puisse les approprier dans différents contextes, que ce soit des projets complexes, des projets simples ou des gestes du quotidien. Et ce qui était intéressant, c'est que l'accessibilité des cartes était très facile à maintenir. C'était pas un lourd système à mettre en place, dans le sens où il n'y avait pas un gros logiciel qu'il fallait en fait payer en licence. C'est simplement des templates sur PowerPoint à modifier. Et ce qui était intéressant en fait, dans la culture du feedback pour nous, c'est de pouvoir en fait, supporter les projets et leur permettre de s'améliorer au continu. Et c'est vrai que vous n'avez pas que le retour que d'un supérieur hiérarchique, vous avez le retour de votre écosystème, de vos équipes, des parties prenantes, des utilisateurs. Et c'est important de se dire que là, dans le projet, il y avait pas mal d'enjeux. On a réussi à capitaliser plus facilement les feedbacks de manière, j'ai envie de dire, frugale, et en n'étant pas forcément sur du formalisme important. Et c'est pour ça que c'était intéressant en fait, d'avoir ces éléments-là. Les cartes, il y avait par exemple des cartes qui étaient pour dire merci. Enfin, c'est pas grand-chose, mais déjà dire merci en fait, quand quelqu'un vous a aidé sur votre projet, ou quand il vous a décoincé quelque chose qui était coincé depuis 3 semaines parce que vous n'avez pas de réponse, ça peut être vraiment partir sur ce type d'activateur. Enfin, c'était juste histoire pour dire la différence entre parfois les choses sont très complexes, très grosses, et en fait quand les personnes ont vraiment envie de faire bouger, parfois il faut laisser l'informel en fait, entrer dans le projet. D'un point de vue structurel, qu'est-ce qu'il y avait à l'initiative de votre service et à la diffusion de vos services utilisateurs? Quel était le template? Il y avait quoi comme information à récolter? C'était juste une page blanche ou c'était, il y avait un certain nombre d'éléments à remplir? C'était une page en portrait en A4, avec les carrés. Il fallait juste, on avait les 5 ou 6 langues, et les gens avaient juste besoin de récupérer ça et d'imprimer. Donc c'était vraiment du one click en accès. C'est-à-dire j'ai fait un clic et j'ai accès à l'outil. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise l'outil avec les autres. C'est le contenu de cette A4, de cette carte qui va être donc donnée entre collaborateurs. Tout à fait. Elle était un peu dirigée ou c'était... Oui, en fait, il y avait 6 types de feedback à faire. Par exemple, je vous dis un feedback où je vous dis merci, ou je vous dis un feedback continue à faire ça, c'est très bien, ça nous aide. Ou je vous donne un feedback où je vous dis excuse-moi parce que finalement je t'ai pas écouté lors de la dernière réunion. Ou ça peut être un feedback, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Pense à, voilà, enfin c'est des choses qui sont des débuts de phrases
Des choses très simples. D'accord, donc l'idée c'est vraiment un petit peu prédirigé, c'est des questions un peu, enfin des informations prédirigées à compléter d'un collaborateur à destination d'un autre collaborateur. Tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Comment ces feedbacks étaient récoltés? Simplement quand les gens avaient des réunions, projets, des workshops, des ateliers, ils les avaient toujours sur eux. Et c'était toujours disponible. En fait, après ils ont commencé à les mettre dans les salles de réunion. Et les gens en fait ont pris l'habitude de dire bon, est-ce qu'on se prend un temps pour faire 2 minutes de feedback, 3 minutes de feedback à la fin de chaque réunion. Et ça permettait de faire ressortir de manière un peu plus homogène dans les rituels. C'est pas des meetings où je dois m'asseoir avec vous pendant une demi-heure et vous parler de d'un feedback de développement. C'était pour enclencher vraiment cette habitude de retour. Donc c'était pas la maintenance lourde, c'était pas très complexe. L'idée c'est aussi ça, c'est de se dire parfois pour réussir un projet, il faut réussir à voir différemment comment atteindre l'objectif. C'était juste une illustration pour vous montrer un premier exemple de finalement comment est-ce que des personnes peuvent avoir une autre idée pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parfois ça va passer par des canaux complètement différents auxquels vous n'avez pas pensé. Enfin, moi quand j'ai raconté ça à mes coachs, ils ont commencé à me dire mais non, vous n'avez pas enlevé toutes les licences pour le 360 ou pour les rendez-vous téléphoniques de feedback. J'ai dit en fait si, parce qu'on a plus de résultats comme ça qu'avec le téléphone tout de suite. Quoi. Donc voilà. En fait, la question c'était est-ce qu'elle se détermine directement à une autre personne ou est-ce que ça c'est par une... Ah non, c'est de main à la main en fait. C'est un geste vraiment humain. Je vous donne une carte, vous avez un feedback que je vous ai écrit avec un stylo. Donc ça passait pas par un intermédiaire. C'est-à-dire, si les gens se voyaient, je pourrais vous faire un simulateur, si vous voulez, de prototype de carte, vous allez voir, c'est très simple. Non, mais après, est-ce qu'il y avait une entité qui l'a récupéré après Ah non, c'est pour vous, vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous parce que c'est un feedback pour vous, pour après vous prenez des décisions pour vous si vous voulez vous développer. Voilà. J'ai des questions à venir. Donc, est-ce que le feedback est identifié en ligne et quel est l'intérêt, mis à part remercier la personne, quelle est la valeur ajoutée pour l'entreprise? Ah, parce que ça permet en fait d'optimiser. Parfois, on n'est pas tous dans les meilleures pratiques. Parfois, on peut avoir des comportements, que ce soit dans l'interpersonnel, qui gênent l'autre. C'est-à-dire, quelqu'un va couper la parole pendant une réunion, ou quelqu'un va... Je vous donne une autre idée, hein. On est en statut de créativité, où souvent on récolte des idées, et quelqu'un va tout d'un coup sortir du sujet initial demandé par rapport au planning de la réunion. Ça, du coup, on perd complètement l'efficacité et l'objectif initial pour lequel les gens sont réunis. Et l'intérêt pour l'entreprise, c'est qu'en fait, d'essayer, petit pas par petit pas, de vraiment réussir à ce que les gens en fait, travaillent mieux ensemble et réussissent à atteindre plus efficacement leurs objectifs. Donc l'intérêt, c'est pour ça qu'il est, en fait sur le... J'ai envie de dire, c'est pas un intérêt qui est financier, c'est un intérêt qui est comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble. Et c'est pour ça que là la clé, c'est comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble, mais aussi comment est-ce que je vous aide à vous développer. Si on est amené à être dans une relation de travail au quotidien, les gens qui sont autour de vous, c'est les premières personnes de qui vous vous inspirez, avec lesquelles vous passez le plus de temps à apprendre. Et donc c'est pour ça qu'on a une relation de codépendance en fait, entre les collaborateurs. C'est une question de culture. Je vous propose juste de passer au reste des exemples, parce que c'est vrai que là il est déjà 40, mais je retiens vos questions de toute façon que moi je fais ces après-midi. L'aventure d'équipe, c'est aussi important, vous avez deux types d'équipes. On parle tout à l'heure de confiance et d'influence. En gros, je vais peut-être le dessiner rapidement. Dans votre projet, vous allez avoir une structure de projet formelle. C'est-à-dire que vous allez être vous, chef de projet, vous allez avoir des personnes qui sont responsables de l'eau, ou des intermédiaires dans la structure qui vont en fait être vos interdépendants parce que vous avez besoin de leurs apports, ou de leur validation, ou de leurs tâches, pour faire avancer votre projet en termes de livrables. Ça, c'est votre équipe formelle. Que vous avez choisi ou pas choisi, qui vous a été peut-être imposé. C'est important d'effectivement cultiver cet esprit d'islamisme et cette alchimie. Mais ce qui est important aussi pour vous en tant que chef de projet, et c'est là où en fait toute la notion d'influence commence à jouer, c'est de cultiver un peu ce qu'on appelle l'équipe informelle. L'équipe informelle, elle va vous permettre de faire deux choses. À la fois des ressources parce que vous avez besoin d'avoir du support dans l'organisation, et vous avez besoin de personnes qui vont en fait commencer à porter vos messages ou commencer à essayer d'enlever les gros blocs qui vous gênent. Et dans cette équipe informelle, vous avez différents rôles. Il y a un premier rôle qui est, vous savez, dans les aventures Heroic Fantasy, on a toujours le chevalier et le fidèle destrier qui est à côté, qui est là pour porter les armes et autres. Il faut que vous trouviez autour de vous quelqu'un qui est là pour... c'est très bête ce que je vais dire, hein, mais parfois, quand on est dans des sprint projets, c'est bête, mais le chef de projet, il arrête de boire, parce qu'il ne pense plus à boire, il est tellement dans son truc. Non mais voilà, du coup, on va pas
passer par 4 heures ou 5 heures à faire juste travailler, parler, sans boire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour votre bien-être. Et c'est un peu votre fidèle destroyer qui est là pour vous dire t'as bu, parce que mine de rien. Non mais t'as bu de l'eau, hein, pardon, de l'eau butée. C'est barman en fait. Parce que mine de rien, en fait, votre performance et votre capacité à pouvoir prendre des décisions et jugement, ça va être aussi beaucoup lié à votre biorhythme. Et voilà, est-ce que vous avez pris le temps de respirer, de faire une coupure, enfin voilà, bref, vous savez toute la partie sur l'analyse biologique, mais il faut que vous ayez un peu ce fidèle compagnon. Et ça, il faut que vous le trouviez autour de vous. Dans votre projet, j'ai envie de vous dire, vous fermez les yeux, c'est qui votre fidèle compagnon qui vient voir si vous avez bu, si vous êtes hydraté, si vous avez respiré. Ah, vous voyez, c'est là, il faut que vous en trouviez un. Il faut en trouver un. Parce que c'est lui qui va être votre premier compagnon dans cette vie. Enfin, vous avez vu le Hobbit, il est toujours accompagné. Pourquoi je dis personne? Parce que même des fois, les responsables ne pensent même pas à mettre de l'eau dans une salle. C'est vrai que c'est pas. Mais c'est vrai, hein? C'est vrai. Alors, on est à la com, on a toujours des petits gâteaux. Donc vous avez cette personne qui est là pour. Parce que des fois on est tellement dans le rush, on est au bout d'un tunnel, enfin on voit les choses arriver, il faut qu'il soit là pour faire attention à votre bien-être. Après vous avez un deuxième élément qui s'appelle. En fait c'est votre sensei, c'est un peu le. C'est pas votre mentor mais c'est le sensei, c'est-à-dire c'est celui qui va en fait venir. Vous allez lui donner des coups, vous allez tester vos idées avec lui, vous allez tester la validation de vos solutions. Il va être très dur avec vous, il va vous dire c'est pas bon, c'est comme ça. Et c'est vraiment important que vous ayez cette personne qui soit le sensei, qui soit là pour vous mettre des claques. Mais des claques bienveillantes. Hein. Vraiment. Et je vous parle de cette équipe à performer parce que si vous ne la formez pas en fait, autour de vous, vous ne pourrez pas optimiser votre embarquement dans le projet. Une fois que vous avez le sensei, après il vous faut quelqu'un qui c'est plus un génie en fait. C'est celui qui arrive. Enfin, je vais vous dire un truc très bête. Le génie, c'est votre collègue qui se débrouille super bien avec PowerPoint, qui se débrouille super bien avec des vidéos, et qui vous fait des pitchs. Je vais vous montrer un exemple. Lui, il passe 3 heures avec, je sais pas, un outil de montage vidéo. Il vous fait une vidéo qui résume la qualité de votre projet, votre pitch, les avancées là-dessus. Il l'a fait en 2 heures. Lui, c'est votre génie. Et il faut que vous ayez quelqu'un comme ça parce que c'est lui qui va vous permettre de gagner du temps parce que vous n'avez pas passé 5 heures à essayer de trouver quelle est la vidéo, comment faire un bon PowerPoint. Lui va vous aider. Vous n'allez pas le solliciter tout le temps, bien sûr, mais il faut que vous ayez un génie. C'est vraiment important que vous ayez ce génie parce qu'il va être là pour vous aider. Il y a un autre élément, vous devez avoir votre cheerleader. Pardon? D'accord. Vous devez avoir votre cheerleader parce que c'est la personne qui va en fait envoyer des ondes positives à tout le monde quand vous parlez du projet. Et je prends un peu des personnages un peu iconoclastes, mais c'est pour juste vous faire comprendre que l'équipe informelle, elle est clé parce que c'est elle qui vous donne les ressources, mais aussi qui va vous permettre de vraiment savoir à quel moment vous êtes le moins efficace, il faut aller chercher l'expertise ailleurs, et aussi parce que vous allez, en fait, sur un moyen terme, sur un projet, vous ne serez pas toujours au top. Enfin, vous l'avez vu, déjà vécu, et il faut des gens en fait, qui soient là pour vous assurer un minimum de bonne énergie, de bonnes ondes. Et le cheerleader, ça peut être aussi votre manager, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un d'autre, mais quand vous allez parler d'autres projets, il va toujours être positif, il va toujours voir le côté, entre guillemets, des avancées, il ne va jamais se dire ben, c'est bloqué, c'est pas suffisant. Il va être là pour vraiment vous rendre optimiste. Après, il vous faut d'autres choses dans votre équipe informelle. Et là, c'est la partie obscure de la force. Il vous faut quoi? Non. Non. Là, c'est la partie la plus obscure. Un conjoint. Un opposant, un conjoint, non. Non, il vous faut le dragon, il vous faut le monstre à aller tuer. Parce que lui, en fait, le monstre, il peut incarner quelqu'un, il peut incarner une situation. C'est la personne de votre équipe qui est la plus importante. Plus vite vous allez dire c'est ce monstre-là qu'on doit en fait mettre à terre ou qu'on doit arrêter en nuisance, plus vite les gens vont dire ok, on regarde dans une direction commune. Donc en fait, il faut que très vite vous identifiez le monstre. Je sais pas, c'est pas la même chose. Un monstre est quelqu'un qui est en termes d'incarnation, bouc émissaire, il n'est pas du tout le même pouvoir. Sur une matrice d'influence, un bouc émissaire, il est dans la zone la plus faible et la plus insignifiante. Il prend tout. Alors que le monstre, il est dans on va dire le cadran le plus haut, il a beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir de nuisance. C'est pas le même rôle. Donc vous prenez ce monstre, vous en faites un dragon, un ogre, vous faites ce que vous voulez, mais en fait je voudrais qu'à la fin là, de quelques minutes qu'on passe ensemble, vous essayiez de chercher à me dire qui est votre cheerleader, qui est votre fidèle, qui est votre monstre. Est-ce qu'une personne peut avoir
c'est pas conseillé. Parce que même pour vous, ça va être trop, s'il y a de l'ambiguïté et de l'ambivalence, vous n'allez pas en fait, savoir en fait, comment mieux la mobiliser. Si je vous dis que vous êtes à la fois mon fidèle et ma cheerleader, ben, je sais que moi, fidèle, je peux me retourner vers vous parce que vous allez me voir, dire Christy, il faut que tu bois, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu respires, tu vas voir autre chose. Vous êtes là pour ça. Et il vaut mieux faire une chose et la faire bien. Alors que par exemple, la cheerleader, ben, je vais venir vous voir vous, et vous allez me dire quelque chose de positif. Voilà, exactement. C'est pas la même chose en fait. Super, tu Excusez-moi, je pense qu'il y a une question qui est intéressante là. 6 personnes, 7 personnes dans vos équipes. C'est pas dans vos équipes, c'est là où l'équipe informelle, elle n'est pas dans vos équipes. Il faut aller la chercher hors des équipes, en fait hors des liens qui sont structurés et formels. Et l'équipe informelle, c'est vraiment votre, je vous dis, c'est votre équipe alpha de super pouvoir qui n'est pas en fait reconnue parce qu'elle n'est pas sur un slide dans l'organisation, mais que vous allez mobiliser. Enfin, moi, je vais vous donner un exemple qui était peut-être historique pour le coup. Le monstre dans une des équipes projet, c'était les notes de frais. Enfin, le monstre c'était les notes de frais parce que la procédure était trop lourde. Et je me disais, non mais Christy, c'est pas possible. Enfin, moi je suis un commercial, je suis en déplacement tout le temps. Enfin, je passe mon temps à faire des photocopies, le process est trop long. Enfin, je suis remboursée dans 3 mois, enfin, j'ai de l'argent qui part tout le temps, c'est pas possible. Ils ont fait incarner leur monstre en notes de frais. Et donc c'est pas forcément quelqu'un le monstre, hein, ça peut être vraiment quelque chose qui est un irritant, un gros caillou dans les process. Donc trouver ce monstre pour que ça oriente vraiment les avis. Après, qu'est-ce qui manque selon vous dans les côtés de la force obscure? Parce que le monstre c'est un peu le Graal. Hein. Le légaliste, entre guillemets. Le légaliste. Qui a la vision juridique, mais qui serait. Le puriste du droit. Ouais. Je suis juriste de formation. Je peux m'expliquer. En fait, on va dire c'est celui qui va. C'est lui qui a la ligne entre bien et mal, c'est lui qui dit de quel côté on se trouve. Bah, En fait, non, le côté de la force obscure, il est toujours ah oui, en. bah d'accord, j'ai pas. Pardon, celui-là ça marche pas bien ce stylo. Non, mais le psychorigide. Ça C'est pas quelqu'un qu'on doit trouver, mais. Non, c'est celui en fait, qui a la ligne, qui sait de quel côté on se trouve entre le bien et le mal. Pour penser pensez à toutes les histoires et contes de fées que vous avez quand vous étiez petit, avant d'arriver à l'ogre, avant d'arriver à la sorcière, il y avait des intermédiaires nocifs. Le poison. Le poison. C'est un peu compliqué à faire. Le serpent dans le livre de la jungle. Ah, le vice. Moi je pensais plutôt aux sirènes qui essayent On va essayer. Non mais en fait, quand je parle du monstre, j'allais parler en fait de la cour autour du roi. Souvent, dans le côté obscur, vous avez une cour autour d'un roi qui l'empêche de voir une réalité ou qui l'empêche de se focaliser sur d'autres. Voilà. C'est pas un traître, non. Ils sont incitants. En fait, vous avez la cour royale, mais en fait, cette cour-là, on va le voir tout à l'heure dans les outils de partie. Voilà, c'est les chevaliers, les eunuques, si vous voulez. En fait, cette cour royale, ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que pour aller chercher votre plus grand sponsor, celui qui peut être peut-être parfois le plus déclencheur et pas le monstre, il faut en fait faire attention à tout ce groupe de personnes qui en fait empêchent de voir les priorités ou la réalité, ou qui sont volontairement qui obstruent votre sujet. Et eux, c'est un peu voilà, les gens qui sont autour du roi qui lui disaient que tout allait bien alors que les gens mouraient de faim ou n'avaient pas de pain. Voilà. Cette cour royale, en fait, il faut réussir à dire cette personne-là dans le projet, elle n'est pas forcément en direct, elle vous empêche pas de travailler, mais elle empêche de voir votre priorité. Il faut essayer de se dire celle-là, et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc les gens de la cour, voilà, il faut essayer de comprendre qui sont-ils. Après, il y a un dernier élément qui est important, c'est la sorcière. La sorcière, enfin, je vous mets un peu en exemple, c'est celle qui va donner les potions magiques ou les maléfiques pour en fait empêcher, ou des sorts, hein, pour empêcher le projet de terminer. Ça peut être le légaliste, ça peut être l'informatique, ça peut être beaucoup de choses. Et la sorcière, en gros, ça peut être beaucoup de choses, selon le contexte que vous avez. En fait, il faut vraiment comprendre que la dynamique de la sorcière, c'est la dynamique de la norme, et qui arrive en fait à impacter beaucoup de personnes. Si je vous ai dit tout ça, en fait, c'est pas pour juste vous raconter une histoire, c'est juste rapidement que vous avez cette équipe formelle,
Vous avez une équipe informelle, mais l'équipe informelle, il n'y a pas que des gens qui sont là pour être ressources positives. Il faut être conscient de qui est de la ressource bloquante et négative. Et votre jeu, en fait, avec sur eux, c'est deux. De passer les mauvais de l'autre côté. Ah bah du tout. Non. Ah non. Les détruire. Ah bah non. Mais non. Avec le poison. De les utiliser. Il faut comprendre qui ils sont et surtout de savoir qui vous allez envoyer pour que le monstre, en fait, soit perçu, comment vous en parlez, comment vous l'utilisez. Là, la cour royale, il faut que, par exemple, quand vous allez dans votre plan de communication, quand vous serez sur le plan de mobilisation des parties prenantes, on va réfléchir aux actions, réussir à convertir le maximum de personnes comme des alliés et pas forcément des personnes qui sont des filtres. Sorcier, ça on va le voir, c'est vraiment des plans d'action qui sont toujours très rigoristes parce qu'il faut remplir des formulaires, parce qu'il faut respecter des délais, il y a des process. Enfin, c'est des personnes qu'on ne pourra pas bouger comme ça. Il faut juste en être conscient parce que les seules personnes qui peuvent bouger le sorcier, c'est souvent des gens qui ont des autorités. Et c'est jamais des personnes qui vont en fait venir vous aider parce qu'elles sont cheerleaders, parce qu'elles vont vous apporter de l'eau. Enfin, c'est pas. C'est la norme. Ah, d'accord. Oui. Juste pour bien comprendre la méthode. C'est pas une méthode, mais c'est une. Est-ce que c'est pas la même approche qu'on a justement quand on veut élaborer la conduite de changement de n'importe quel projet, où on commence à, on va dire, segmenter les forces en présence, et on commence à les caractériser justement pour voir celles qui vont permettre d'appuyer le projet et celles qui vont être freins, et voir en fonction des freins comment on va aborder. Est-ce qu'on joue la technique plutôt de l'entourage, plutôt le fait d'éliminer ou peut-être d'essayer de transformer? En fait, vous pouvez utiliser cette technique, et ça on le verra dans un des outils qui est la gestion des parties prenantes. On va en fait mapper, une fois que vous avez vu qui étaient vos équipes informelles et les parties qui sont bloquantes ou toxiques. Par exemple, les toxiques, en général, je crois que dans le graphique, on les met là. Et il y a tout un plan d'action, effectivement, qui consiste à dire est-ce que c'est des gens qu'on arrête ou qu'on supprime, mais ça on ne va pas le faire dans un projet, hein, en général c'est pas comme ça. Est-ce que ce sont des gens qu'on passe du temps, en fait, à aller plus voir, à faire des réunions, à faire des rendez-vous, à convertir, à être plus informés, donc à essayer de limiter en termes d'impact. Et c'est vrai que quand on vous parlait de cette méthode de gestion du changement, la première cartographie des parties prenantes, c'est toujours voilà, alliés, personnes qui en fait... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les alliés, on a des personnes qui vont tenir informées, enfin on va le voir tout à l'heure, mais effectivement, ça part de ça. Mais là, en fait, ça c'est des gens que vous devez gérer dans l'écosystème de n'importe quel projet. Ce ne sont pas des gens qui sont ressources pour vous. Il y a une différence. Les parties prenantes, elles existent dans le projet. Alors que là, c'est des gens que vous allez utiliser pour vous, dans vos ressources. C'est la même chose en conduite de changement. C'est comment? En conduite de changement, c'est pas des gens qui sont dans l'équipe. Hein. C'est parce qu'on sait qu'en fait, on cherche dans l'écosystème des gens qui peuvent être relais de communication et ceux qui vont être freins à la communication pour justement assurer cette conduite de changement. Complètement, on va dire, ils ne sont pas du tout dans l'équipe projet. On va simplement jouer nos pions en fait de façon assez transparente pour l'organisation. Et c'est au moment où on va déclencher la conduite de changement que ces gens-là vont apparaître réellement sur la place. Alors, il y a peut-être deux notions qu'il faut avoir à l'esprit. J'ai bien utilisé le mot équipe informelle tout à l'heure, parce que la différence entre les parties prenantes et l'équipe informelle, l'équipe informelle, elle sait qu'elle a un objectif de supporter ou de bloquer le projet, ou en tout cas, elle est très vite identifiée comme étant là, je suis entre guillemets, j'incarne ce qu'il faut en fait enlever. Ça, je vous dis, c'est pas forcément quelqu'un le monstre. Hein. Le monstre, ça peut être incarné, un procès en fait, qu'il faut arrêter. Là, toutes ces personnes-là, elles savent qu'elles sont en fait dans le projet, que c'est un peu la botte secrète du projet. Elles ont conscience d'être dans une équipe, c'est-à-dire d'être à un moment court, atteindre un objectif et d'être en fait dans un collectif. Et c'est là où vous avez un rôle, vous, en tant que porteur de projet, c'est de leur en fait, cultiver un peu cette alchimie. C'est que vous n'allez pas simplement voir le cheerleader ou d'avoir votre sensei, vous dites j'ai aussi parlé à un tel qui me sert à ça, tu fais partie de l'équipe, j'ai besoin en fait, de votre support, enfin, on cultive différemment l'esprit d'équipe et la culture d'équipe avec ces personnes-là. Alors que les parties prenantes, vous avez raison, elles apparaissent au fur et à mesure qu'on déroule le projet. On le verra tout à l'heure, c'est une autre gestion à avoir avec eux. Mais c'est vraiment la notion de, en fait, je construis un esprit d'équipe. C'est ici que ça se joue, en parallèle de ça. Et il y a un petit travail à faire en termes d'influence, encore une fois, d'aller chercher les gens pour dire qu'on rejoint ensemble un combat. Et c'est un discours qui change d'un point de vue aussi de votre posture, qu'est-ce que vous attendez d'eux, qu'est-ce que vous pouvez aussi leur apporter avec le projet. Enfin, c'est juste pas la même posture qu'on a. Une partie prenante, on n'a pas d'enjeu collectif avec la partie prenante. On est juste, en fait, sur le projet, elle est dans la route du projet, mais on n'a pas un engagement à dire je vais passer du temps à essayer de l'embarquer parce qu'elle m'est utile et je sais qu'elle peut trouver des bénéfices sur le projet. Enfin, on verra tout à l'heure, mais c'est pas le même, il n'y a pas le même en fait, degré d'implication. Il faut vraiment réussir à distinguer ça.
Parce que si j'écoute que la partie prenante, j'ai aucune équipe informelle pour faire les ressources. Et c'est là qu'on va le voir, dans un projet qui est long parfois et complexe, on a besoin de ressources. Enfin, je vais revenir dessus, mais... Ça c'était bon. Je vous ai fait un poète et un rocker tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous donner mes sources d'inspiration pour cette partie-là. Aimé Jacquet, justement on parlait d'équipe. C'est vrai que c'est pas le fait d'être dans une équipe formelle, c'est dans cette équipe-là qui a le même maillot qui peut faire l'équipe. C'est les gens qui vont en fait dans l'effort venir vous ressourcer. Ça c'est un premier point d'inspiration. Il y a une autre histoire en fait sur les dynamiques d'équipe. Souvent on passe nous beaucoup de temps et beaucoup de budget à essayer d'accompagner des clients pour que en fait, les gens aient le bon esprit d'équipe, qu'ils aient envie de collaborer ensemble, de coopérer, que quand une difficulté arrive, ils aient envie d'aller plus loin, ils aient envie de surmonter la difficulté. Et ce que j'ai remarqué à travers les différents projets qu'on a menés, même avec Bounov, c'est qu'on n'a jamais de garantie quand on fait en fait un team building. Les gens sur le moment passent un bon moment, mais ils n'ont pas vraiment ancré peut-être les bonnes mécaniques de collaboration. Et on peut passer des formations à travailler sur la collaboration, on peut passer des kilos d'euros sur le team building, c'est pas donné que ça marche. Là, c'est pareil, j'étais face à une situation où on avait beaucoup de budget qui était dépensé, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à créer des ateliers sur étagère, encore une fois, une méthode frugale. Vous avez vu, c'est le pot de pizza que vous avez vu tout à l'heure. Un petit atelier. En fait, pensez à la même chose pour le projet. Quand vous devez embarquer une équipe, qu'elle soit formelle ou informelle, il faut que vous ayez des moments où vous allez pouvoir rassembler les gens pour à la fois créer cette équipe informelle de squad, privilégier aussi le fait que les gens, en fait, vous puissiez leur dire si jamais ils ont envie de se retrouver sur le projet qu'ils peuvent le faire, donc être autonomes. Et il faut aussi que ce soit très simple pour eux en fait, de se dire le projet, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. En fait, il faut que vous ayez un peu de votre box projet. Parce que votre équipe ressource, que ce soit l'équipe qui est là, ou l'équipe qui est ici formelle, elle ne doit pas toujours attendre que vous soyez là pour à la fois se réunir, prendre des décisions et avancer. Votre clé dans l'équipe... Qu'est-ce que vous voulez dire par squad d'innovation? Squad d'innovation, en fait, c'est le format qu'on a trouvé pour les équipes informelles. Parce que ça ne marchait pas quand on disait aux gens, vous êtes une équipe informelle. Par contre, vous êtes le squad d'innovation sur le projet. Ça passe mieux. C'est juste un petit nom, c'est juste un changement de dénomination. Mais c'est souvent, l'équipe projet, elle est officialisée, donc les gens en fait comprennent qu'ils sont investis. Mais souvent, il ne faut pas dire à l'équipe informelle, vous êtes l'équipe informelle. Il faut leur donner un bon petit nom pour... L'autre élément, en fait, il faut vraiment que pour que cette équipe informelle elle puisse prendre corps dans vos organisations, que ce soit, si c'est des personnes de différentes équipes, différentes entités, il faut qu'elle ait envie de se retrouver pour le projet. Donc à vous de trouver un peu les rituels très simples, de bons moments, d'enthousiasme encore une fois, où les gens vont se retrouver peut-être pendant 1 heure pour voir comment ils peuvent aider le projet. Ça peut être autour d'un café, autour d'un gâteau, ça peut être autour d'un couscous, mais trouver peut-être le rituel qui est propre à votre projet. C'est pas beaucoup d'investissement, c'est organiser un déjeuner ou un petit déjeuner, vous regroupez la personne ressources, c'est peut-être pour 5 personnes ou 3 personnes, je dis. Et au moins vous avez un budget qui est investi de manière informelle. Rapidement, avant qu'on passe au jeu, le dernier message que j'avais aussi besoin de partager avec vous, c'est vous avez une responsabilité dans le projet, en tant que leader, je vous ai dit de créer cette envie d'avenir futur positif. Enfin, d'avenir positif, pas de futur. D'avenir positif. Il y a un message qu'on porte beaucoup, en fait, nous, de plus en plus avec l'équipe, c'est le futur va être optimiste, va être brillant, on en a envie. Et c'est important que vous soyez dans la même posture quand vous parlez du projet. Ça demande, on va faire tout à l'heure un peu d'effort sur le pitch, parce qu'il faut, je vous dis, dramatiser un peu les choses. Mais c'est plus facile d'embarquer les gens vers un futur radieux que vers un futur qui est compliqué. Ça, c'est la seule citation de Business School que vous allez avoir dans toute la présentation. C'est Peter Drucker qui est comme un des ponts de leadership. Et c'est pour ça que vous avez, vous, un rôle d'explorateur. C'est que vous êtes là pour prédire le futur. Vous n'êtes pas là simplement pour l'alimenter, pour l'agrémenter. Votre projet est une vision du futur. Même si c'est à court terme, parce qu'il va s'achever ou il va être livré dans 6 mois ou dans 1 an, ça reste une vision optimiste du futur. Donc c'est vraiment votre rôle de porter ce message-là, à haut niveau. Sur le projet innovant, on tombe souvent dans l'écueil en fait, de prendre beaucoup de process, beaucoup d'outils. On essaie de réduire ça pour vous. Pareil, il y a souvent des retards, on va être souvent dans des investissements. Les gens ne sont pas clairs sur en fait, c'est quoi le retour sur investissement du projet. C'est parfois compliqué de réussir à rationaliser l'impact d'un projet.
Par contre, de montrer ces aspects positifs par l'embarquement et, j'ai envie de dire, l'atmosphère qu'on crée, c'est ce qui est le plus fort. Et surtout, si vous ne créez pas ce discours positif, vous allez voir, les gens vont s'épuiser autour du projet. Parfois, vous allez passer 5 mois. Quand on va entendre le nom de votre projet, il n'y aura plus vraiment de dynamisme. C'est pour ça que c'est important de renouveler votre discours optimiste. Bref de transformation, là je vous ai mis un exemple de démarche qu'on a. L'idée c'est plus que vous ayez la méthodologie pour même autour de vos alliés et de votre écosystème. En fait, on regroupe des gens dans une salle, on leur demande de réfléchir à des avenirs, des futurs souhaitables et positifs pendant 30 minutes ou 1 heure. Et en fait, pensez un peu à la même chose pour vos équipes, vos parties prenantes. Prenez un peu, si vous avez l'opportunité de le faire, invitez-les 1 demi-heure ou 40 minutes à imaginer un futur souhaitable grâce à votre projet. Ça va vous donner vous des idées, vous allez monter dans le discours, ça va leur permettre aussi de rejoindre l'aventure, et c'est assez clé. Donc voilà, l'idée c'était plutôt de dire, en fait le projet innovant, il doit, pour donner envie, c'est vraiment une aventure qui est humaine. Il y a... Merci, j'ai la variable. C'est vraiment, il faut retenir un peu, j'ai essayé de résumer 6 points clés. Il faut que le projet soit responsable, donc pour l'impact qu'il va avoir. C'est un état d'esprit finalement, un projet innovant, plus que des outils, plus que des livrables et plus que des relations. C'est aussi de la bienveillance. Comment est-ce que, comme je l'ai dit dès le début, c'est comment est-ce que j'aide l'autre à passer une meilleure journée? En quoi est-ce que j'enlève les choses? L'autre élément, c'est qu'il faut beaucoup de curiosité. Et je vous dis, la curiosité, elle passe peut-être par des réflexes très basiques. En fait, j'aurais dû m'arrêter que sur ce slide. Et la curiosité, elle est importante aussi pour à la fois ce que vous allez générer chez l'autre. Au tout début de la présentation, je vous ai dit, c'est une aventure humaine. Quand vous parlez de votre projet, il faut qu'on vous pose des questions. Si on ne vous pose pas de questions, vous n'avez pas créé assez de curiosité. Donc pensez-y. L'autre point, c'est l'ouverture. C'est vrai que vous allez dire, l'équipe informelle, le squad d'innovation, qu'est-ce qu'on leur donne à la fin de la journée s'ils sont venus m'aider et m'apporter des bouteilles d'eau? Et grâce à notre projet, elles ont réussi à avoir des informations supplémentaires, elles sont éduquées sur un autre sujet, elles ont vu d'autres choses se passer dans leur quotidien. Enfin, c'est quand même faire preuve d'ouverture. Et dernier élément, finalement, c'est de se dire, cette histoire, ce projet, ça reste un collectif qui va quelque part ensemble. J'ai envie de dire, tant qu'on a une bonne carte, on arrive n'importe où. Mais là, c'est pas important, c'est vraiment se dire qui veut rejoindre le projet et d'embarquer les gens, peu importe leur grade, leur place dans la structure. Enfin vraiment, gardez vraiment ça à l'esprit parce que c'est le message clé que je voudrais faire, vraiment que vous ayez à l'esprit parce que dans toutes vos actions, si vous êtes guidé par ça en termes de leadership, vous pouvez apporter que du positif dans les résultats. Et oui, il y a des choses qui parfois se passent mal, qui sont retardées, mais tant que vous êtes dans la bienveillance et vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture, c'est ce qui va le plus compter et c'est comme ça qu'on voit les projets qui réussissent, on va dire qui échouent, qui n'avancent pas. Et là, j'ai fait cette piste, pas juste en top of my mind, j'ai vraiment réfléchi aux projets qui avaient réussi au cours de plusieurs années pour me dire qu'est-ce qui marche et quelle est la différence dans la posture des porteurs de projet. Je crois que c'est tout, on va passer au reste. Quand on parle de squad d'innovation, est-ce qu'on est censé rassembler le plus souvent possible entre guillemets ces différents éléments ou est-ce que c'est plutôt dans une relation bilatérale qu'on gère au cas par cas? Alors, c'est ce que tout à l'heure, quand j'ai parlé un peu de la notion de boîte à pizza ou d'atelier, c'est bien de créer un rituel où il y a une fréquence, si c'est ne serait-ce qu'une fois par mois autour d'un déjeuner ou d'un café, que les gens qui sont dans l'équipe informelle se retrouvent pour déjà leur donner l'état des lieux du projet, les remercier par rapport à l'aide qu'ils ont pu apporter, pour leur dire j'aurais peut-être avoir besoin d'aide le mois prochain sur ça, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que c'est souvent l'équipe qu'on va solliciter quand on n'a pas des réponses suffisantes ici. Et donc c'est important d'avoir le rituel quand on constitue l'équipe une fois par mois, les voir pour un déjeuner, un café, de créer ça. Mais c'est on fait appel à eux, quoi. C'est pas des gens juste qui gravitent autour de nous, qu'on va identifier comme ça. Si vous les avez identifiés, c'est une première étape, mais la deuxième étape, c'est de commencer à les rassembler. Vous savez, de créer cette alchimie. Moins fréquemment que l'équipe formelle. Complètement. Ils ne sont pas dans le dur. Ils ne sont pas dans le dur du projet en termes de ressources, ils ne sont pas aussi disponibles que ça. Donc je dis, vous allez les chercher, ces personnes, quand vous êtes vous sentez qu'il y a une période de zone qui arrive en termes de charge. L'idée, j'ai besoin de mon cheerleader, j'ai besoin de mon sensei, j'ai bientôt une présentation à faire, il faut que j'aille le voir, il faut qu'il me bloque 1 heure. Donc vous allez les solliciter individuellement à la demande et ce n'est pas souvent des récurrences. Par contre, c'est important de cultiver la chimie de cette équipe informelle en les réunissant à des moments, assez récurrents. Ça ne veut pas dire une fois par semaine, c'est une fois par mois, on prend un café, je vous ai fait, un super goûter, des madeleines, des macarons, ou ça va être quelque chose d'un peu plus lourd comme un couscous. Ça fait trop que j'ai des couscous, c'est pas grave. Mais au moins ça donne un peu le... Voilà.
Comment? On voit ce que vous avez mangé. Mais même pas, j'ai mangé des sushis. Voilà. Bon, merci, c'était juste pour... Oui. Excusez-moi, par rapport à ce côté un peu organisationnel d'une équipe formelle versus la squad d'innovation, la squad d'innovation, est-ce que en fait c'est une relation de chef de projet en relation un à un sur son cheerleader, son fidèle, etc. Ou est-ce que c'est une équipe un peu constituée qui se connaît les uns avec les autres? Non, parce que souvent, moi, je vais vous montrer un exemple, souvent les sensei, pardon, souvent les personnes ne se connaissent pas parce que vous allez faire appel à des personnes qui ont des qualités dans des départements différents ou dans même des univers complètement différents. Et votre point à vous, en fait, en tant que chef de projet, c'est pas de leur faire de créer un relationnel formel. C'est de créer, en fait... Oui, c'est informel. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que cette relation, cette organisation, autant l'équipe projet, elle est structurée, elle se voit ensemble, on échange ensemble sur les objectifs du projet, etc., sur l'avancée du projet, autant là, en fait, toute cette équipe informelle, c'est plutôt, c'est juste une relation du chef de projet vers des capacités... Non, en fait, ça peut être, je dis, quand il y a un besoin opportun, le CNC, parce que vous devez présenter bientôt un résultat de projet, un statut, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, vous faire un peu un dry run, ou j'aurais dire une période une coulisse de répétition, vous allez aller vers le CNC peut-être 1 heure. Non mais vous, c'est moi chef de projet ou toute l'équipe? Non, vous en tant que chef de projet. C'est ça la question. On est dans une relation là, un à un, vers des personnes pour de temps en temps renvoyer les bonnes ondes, boire de l'eau. Mais ce que je disais tout à l'heure pour Arlette, c'est qu'en fait, il y a besoin aussi parfois de les rassembler pour les remercier, pour leur donner un statut, et pour comprendre qu'il y a une équipe en fait, qui se crée de manière informelle. C'est important de cultiver cette alchimie. On ne peut pas être que toujours dans l'individuel. Il faut créer un équilibre, parce que si vous êtes toujours voir les personnes qui leur disent j'ai besoin de toi, pour ça, et vous ne créez pas en fait de retour vers passer un moment où je sais ce qui s'est passé. Tu rencontres aussi qui d'autre est impliqué dans ce projet, mais de manière un peu plus, j'ai envie de dire, un peu moins officielle. C'est créer aussi un instant où on reçoit finalement, on donne un retour aux personnes. Et dans ces rituels, enfin peut-être pour simplifier la réponse, ça va être vraiment à la demande selon les complexités que vous avez. Mais c'est vrai que c'est important, on va dire, sur votre projet de réunir ces personnes-là peut-être 1 fois par mois ou 2 fois, enfin 1 fois tous les 2 mois. Ça dépend vraiment de l'ampleur de leur sollicitation. Franchement, dans une collectivité, je vois mal comment on peut avoir autant de ressources autour d'un projet. La perception personnelle, surtout pour l'informel, donc il y a à peu près 7 personnes, 8 personnes. Mais celles à qui vous échangez le plus, ce sont ces 4 personnes-là. Après, là, le monstre, je vous dis, c'est pas toujours une personne. Le monstre, ça peut être incarner quelque chose. Là, la cour, vous n'avez pas besoin de réunir la cour. La cour, vous savez qu'ils existent. Vous allez les gérer dans la partie en fait, de gestion des parties prenantes avec des actions de communication. Et là, le sorcier, c'est des choses où vous êtes de toute façon, par la norme et par le process, amené à les rencontrer. Donc, votre effort va vraiment se constituer sur cette partie de l'équipe. De trouver, je vous dis, votre fidèle, le CNC qui est là pour en fait, vous permettre d'être un peu le sparring partner. Et après, vous allez en fait trouver... qu'est-ce que j'avais mis là? Cheerleader, c'est une girl. Et ça, c'est des gens, en fait, c'est des personnes, le cheerleader peut être aussi quelqu'un du cercle personnel, d'un cercle associatif, on peut être un utilisateur. Enfin, pensez aussi aux utilisateurs finaux, un cheerleader peut être un utilisateur final. Oui, c'est ça. Voilà, ben, j'espère que ça vous a au moins donné quelques clés sur la partie, en fait, quel est votre... J'ai envie de dire quel est votre potentiel d'action pour embarquer les gens, au-delà de toute la logique de la dynamique du projet formel. Voilà, c'est vraiment les messages que vous voulez passer. Bon. Vous avez encore de l'oxygène dans le cerveau ou c'est bon? On présente la Maintenant, on va parler un peu plus d'outils. En fait, on a réalisé... je suis désolée. Je présente juste la boîte parce que après vous allez être répartis en équipe, ça va être compliqué. Ce que l'on a fait, comme je vous dis, ça fait plusieurs années que Blenov a 10 ans, on accompagne beaucoup de projets en innovation. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire quelles sont dans la chaîne de valeur d'innovation les étapes clés. Et pour chaque étape clé, on s'est rendu compte que ça mobilisait des compétences différentes chez les individus. Quand vous êtes au lancement de votre projet, vous devez être très créatif, trouver des manières de faire, des idées, être inspiré. Donc ça va solliciter des actions différentes.
De la même manière, ça va vous demander de faire les choses un peu différemment. Commencer un projet innovant, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est parler avec des nouvelles personnes, c'est aussi être confronté à de nouvelles connaissances ou des nouveaux faits. Donc c'est un temps en fait on va beaucoup recevoir. Et là nous en fait on a essayé de faire dans cette chaîne de valeur d'innovation à la fois une identification du moment clé et des compétences que ça a généré, mais aussi des outils à utiliser. Aujourd'hui on va pas passer un temps sur tout. On va se concentrer principalement sur en fait, les comportements d'entrepreneurs. On va aussi se concentrer sur les comportements innovants d'exécution, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne idée ou de dire le projet est intéressant, il faut réussir à le faire atterrir. Et on va donc passer du temps sur, comme je vous l'ai dit, sur la partie influence et confiance, comment est-ce que je communique autour de mes idées. Ensuite, c'est pour les implémenter, quels sont les risques ou les faiblesses du projet qui limitent l'implémentation. Donc là, on va avoir des outils pour ça. Et enfin, dans la notion d'influence, justement, on va passer du temps à comprendre comment est-ce que j'implique les autres avec des mappings ou des cartographies où vous allez pouvoir mettre vos génies, vos sensei, vos cheerleaders, et même d'autres personnes encore. Donc ça, on va passer un peu de temps à le voir. Et aussi, matrice des risques qui est ici. On ne verra pas tout là, mais vous aurez la fiche. Là, la matrice des risques, c'est comment vous gérez mieux et pilotez mieux les risques autour du projet. Risques organisationnels, risques financiers, risques structurels, enfin voilà. Et donc cet après-midi, vous êtes répartis en atelier, en table. Vous allez pouvoir faire un focus sur 2 outils. Et vous verrez après à la suite des autres outils, hein, mais vous allez vraiment vous concentrer sur que 2 outils. On va prendre une courte pause effectivement avant de lancer les ateliers. L'idée c'est qu'il y ait 4 tables, chacune qui s'adapte en fait effectivement à une famille d'outils particulière. Donc vous aurez une première table qui sera avec moi sur la communication d'idées. Et donc ces 2 outils qu'on va expérimenter ensemble, le pitch deck et l'art de raconter une histoire. Donc plus effectivement sur le partage d'une vision de votre projet et comment vous suscitez l'optimisme auprès de votre équipe. Ensuite, vous aurez une deuxième table avec Guillaume sur l'implémentation d'idées à travers le diagramme de l'innovation et l'analyse des tâches critiques. Une troisième table sur l'implication des autres et des parties prenantes, donc avec Christy. Donc là, on va effectivement travailler sur la cartographie des parties prenantes. Une quatrième table sur surmonter les obstacles. Donc là, on va aussi, avec Justine, tester donc 2 outils, la matrice des risques et le potentiel de crash d'un projet. L'idée c'est que vous vous répartissiez équitablement. On va par contre vous donner un document avec l'ensemble des projets qu'on vient de vous énoncer. Comment ça se passe? Il faut en choisir un, c'est ça? Non, on va en faire 2. En fait, il faut choisir la famille dans laquelle vous voulez il faut que ce soit équitablement réparti. L'idée c'est qu'on va aussi vous partager l'ensemble des outils que je viens d'énoncer. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu effectivement aller sur un troisième outil qui les intéressait également pourront aller se reporter sur ces éléments. Et moi, je serai également là pour vous expliquer. On va en faire un deuxième, c'est ça? Oui, on pourra choisir 2 fois. En fait, vous pouvez pas choisir, vous êtes toujours dans la même famille. C'est ça. Et ces 2 outils de famille. Parce que les outils sont complémentaires. Les outils sont complémentaires, donc c'est cohérent de suivre.